Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. On revient avec l'analyse de l'épisode 5 de la saison 2 de Qui veut être mon associé. On commence tout de suite. On attaque avec Circular Ring, un projet de bague connectée, encore un. Donc on commence par l'équipe de cofondateurs. Est-ce qu'ils sont complémentaires? On apprend d'ailleurs plus tard qu'ils sont en fait 3 cofondateurs dans l'équipe. On a un avantage injuste très clair avec une technologie brevetée. Donc si les concurrents veulent faire pareil, ils ne peuvent pas. Pour autant, bien sûr, d'autres boîtes peuvent le faire avec des brevets différents. Je pense notamment à Oura Ring, qui est bien sûr très connu sur ce segment. Donc Oura Ring qui fait la même chose. Ils n'enfreignent pas leur brevet, mais ils ont une bague différente. Donc est-ce que quelqu'un peut faire la même chose? Oui, potentiellement, mais ils ont quand même une technologie brevetée. Ça leur donne un certain avantage injuste. Le marché, c'est le marché de la santé et du wearables, des devices connectés, donc aucun problème là-dessus. Scalabilité, effet d'échelle, donc on est sur un produit physique, donc on n'a pas la scalabilité infinie des produits digitaux qu'on crée une fois et qu'on vend à l'infini. Ici, pour chaque bague vendue, il faut la créer. La bague est vendue 289 € ou 100 € avec abonnement, donc ils savent comment monétiser. Et la bague leur coûte 70 €. Donc s'ils la vendent à 289, ils ont une marge supérieure à 50%. Donc on est sur un critère au vert là-dessus. Une traction, 2000 acheteurs, 320 000 € de chiffre d'affaires, pas mal, mais en précommande. Donc à voir, c'est toujours plus facile de ramener du monde sur une précommande, un espèce de Kickstarter, Ulule, etc. Mais ensuite, sur le long terme, quand ça s'inscrit sur le long terme, est-ce qu'on est sûr que les commandes continuent à arriver ou pas? On n'est pas certain. Enfin, pour ce qui est de la valorisation, on est sur une valorisation donc pour 300 000 pour 6%, une valorisation à 5 millions que je trouve relativement élevée. Je trouve même que j'ai été gentil, je trouve que c'est vraiment très élevé. On a quand même 320 000 € de chiffre d'affaires, mais encore une fois en précommande, il faut les livrer. Et on a une technologie brevetée, mais encore une fois, d'autres personnes peuvent le faire. Donc, pour moi, une valorisation quand même relativement élevée pour Circular Ring. On enchaîne avec Flotte. Flotte, c'est donc des imperméables made in France en produits recyclés, donc c'est assez sympa. Ils sont 2 cofondateurs. Il reste à savoir la complémentarité. Où suis-je? Ici, pardon. Ils ont dit qu'ils étaient assez complémentaires puisque la femme avait, elle, fait des études de commerce et le mari, lui, n'en avait pas fait, donc ils se complétaient. Donc ça a l'air d'être complémentaire. L'avantage injuste, j'ai trouvé ça intéressant, ils ont déjà 200 points de vente. Donc toi et moi, demain, on peut refaire un imperméable, une boîte, mais pour aller se faire référencer dans 200 points de vente, il y a quand même pas mal de boulot et ils l'ont déjà, donc c'est bien joué. Le marché, c'est le marché de l'imperméable, il est évidemment très grand, rien qu'en France et dans le monde entier. On est sur des produits physiques, donc chaque imperméable vendu, il faut le produire, donc on n'est pas sur la scalabilité des produits digitaux. Ils savent comment monétiser, ils vendent les manteaux et ils ont une marge de 50% en B2B. Et encore plus en B2C. Donc ils ont une marge supérieure à 50%, critère vert. Ils ont une traction assez impressionnante, 600 000 € de CA, franchement, chapeau, je ne m'attendais pas à autant pour des imperméables. Et une valorisation à 2 millions qui, compte tenu de tout le reste, m'apparaît bonne. Et donc tu vois qu'il y a quand même beaucoup de critères au vert pour cette boîte, donc franchement bravo à Flotte. Simplement, c'est bien sûr des produits physiques. Encore une fois, c'est une analyse très rapide. Je me rends compte là que ça fait vraiment même quelques secondes. Il faudrait aller plus loin, vérifier sur combien de temps a été fait le CA pour la traction. Si c'est en 5 ans, c'est pas la même chose que si c'est sur 1 an. Est-ce que c'est 200 points de vente différents ou une seule marque avec 200 points de vente? Et dans ce cas-là, c'est moins difficile à reproduire, etc. etc. Mais vraiment à première vue, voilà, plein de critères. Ensuite, on a Ça roule Raoul. Donc, on a ici une boîte un peu compliquée à comprendre, mais disons d'accompagnement à l'achat de voitures d'occasion. Donc on a 2 cofondateurs. Est-ce qu'ils sont complémentaires ou pas? Quel est leur avantage injuste? Alors j'ai pas réussi à trouver, je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, en fait toutes les places de marché, elles ont un avantage injuste quand elles deviennent trop grosses pour être ignorées. C'est le cas d'Airbnb. Aujourd'hui tu vas sur Airbnb parce que c'est là où tu vas trouver le plus d'offres. Et donc si c'était une énorme start-up, tout le monde dirait bah oui, j'achète ma voiture d'occasion sur Ça roule Raoul, c'est évident, c'est là où il y a les meilleures voitures. Donc les acheteurs vont là, c'est là où il y a les meilleurs réparateurs, etc. Aujourd'hui, ils sont à une traction minuscule, 300 inspections depuis avril 2019. Donc au début j'ai dit 300 inspections, j'ai mis un critère orange, mais après quand j'ai vu que c'était depuis avril 2019, j'ai mis un critère rouge en disant franchement ça fait plus de 2 ans que le projet existe, c'est trop peu en termes de traction. Donc ça réduit énormément leur avantage injuste. Le marché, 6 millions de transactions par an en France, ils ont dit, donc c'est un marché énorme, aucun problème. En théorie ça devrait être scalable avec des effets d'échelle. Pourtant, il y a une inspection manuelle du véhicule, donc on enlève toute la scalabilité du projet, ça c'est vraiment dommage. Ils monétisent en prenant 50% du montant négocié à la baisse, très bien. Et ils ont une marge qui est très variable, qui n'a pas été abordée, mais comme les inspecteurs des voitures sont des salariés, eh ben, si il remplit bien son emploi du temps et qu'il fait 10 inspections par jour tous les jours, eh ben, ils ont une super marge. Mais les jours où il ne fait rien,
et il n'a pas d'inspection, il faut quand même le payer. Donc à très grande échelle, tu peux optimiser et avoir des bonnes marges, mais aujourd'hui, les marges ne sont pas terribles. L'attraction, on en a parlé, et donc il reste la valorisation, 1,3 million pour une boîte qui a fait 300 inspections, qui a fait 30 000 euros de CA en 2 ans. D'ailleurs, Eric Larchevêque l'a dit, 1,3 million de CA, c'est complètement déconnant. Donc un critère rouge pour Ça roule Raoul. On enchaîne avec Explora Project, un projet de voyage un peu différent. Alors 2 cofondateurs, quelle complémentarité, et la cofondatrice, si j'ai bien compris, qui s'appelle Déborah de mémoire, je dis peut-être une bêtise, n'était pas sur le plateau, bon, étrange. Avantage injuste, alors à la fois j'avais envie d'écrire comme pour beaucoup, tout le monde peut le faire et c'est vrai, à la fois il faut négocier effectivement avec des tours opérateurs, il faut aller négocier avec des gens sur place, il faut avoir le catalogue d'offres et il y a du boulot pour le constituer, donc il y a un léger avantage injuste, honnêtement pas énorme. Le marché du voyage, il est suffisamment grand, il n'y a pas de problème. C'est un business d'agence, donc c'est scalable en théorie, c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas sur place, ils n'ont pas de coût de production. Ils disent, allez là, allez faire tel voyage, allez faire telle activité, allez dans tel hôtel. Et eux, ils n'ont rien à faire à part encaisser. Ça, c'est bien. Et donc, la monétisation, c'est ils vendent le voyage, bien sûr, et ils font une marge dessus. Par contre, la marge, c'est seulement 26%. Donc ça, c'est assez faible pour le coup, inférieur aux 50% nécessaires pour avoir un critère vert. 300% de croissance depuis 3 ans par an, chaque année 300%, donc très bien, mais valorisation de 5 millions, 500 000 pour 10%, mais on ne sait pas quel est leur chiffre d'affaires, ça n'a pas été évoqué dans l'émission. Donc s'ils font 1 million de chiffre d'affaires, très bien, s'ils font 200 000 de chiffre d'affaires, pas bien, même s'ils font 1 million avec 26% de marge, c'est-à-dire qu'ils font 260 000 de résultat net, ils valorisent 20 fois le résultat net, c'est un peu élevé, bon pour une startup c'est pas du jamais vu, 20 fois, non attends, 25 000, si c'est ça, 1 250 000, c'est ça, 20, bon bref. Difficile, je peux pas me prononcer, donc c'est point d'interrogation là-dessus. C'est dommage que ce soit évidemment pas abordé. On termine avec le dernier projet de la soirée, la ruche à vélo. Donc 3 cofondateurs, tous les 3 ingénieurs. Donc a priori pas forcément hyper complémentaires là-dessus. Donc ça peut potentiellement valoir un critère rouge si on se rend compte qu'il y a 3 ingénieurs et qu'ils n'ont aucune complémentarité. C'est évidemment, du coup ça va pas. Il faut une équipe avec plusieurs personnes mais complémentaires. L'avantage injuste, ils ont des brevets sur la sécurité à l'intérieur, mais il y a d'autres entreprises qui le font, ils le disent eux-mêmes, une boîte allemande, une boîte japonaise, donc l'idée d'un brevet c'est d'empêcher les concurrents d'entrer sur le marché, mais là tout le monde peut le faire, donc c'est pas terrible et il n'y a pas un énorme avantage injuste. Le marché du vélo, aucun problème, c'est un produit très physique, un objet physique, un hangar, donc il n'y a pas de scalabilité des produits digitaux comme d'habitude. La monétisation c'est la vente de l'emplacement plus entretien, aucun problème, avec une marge seulement de 32%, donc c'est critère négatif. Une bonne traction puisque le projet est jeune, ils ont déjà 3 parkings vendus et c'est des projets à 250 000 euros, donc c'est bien d'en vendre 3, c'est très bien. Et une valorisation à 2,4 millions pour une boîte jeune avec très peu de marge et 3 parkings vendus, c'est bien, mais donc j'ai mis bof. C'est bien parce qu'ils ont quand même vendu 3 parkings, franchement c'est pas rien, 2,4 millions c'est quand même élevé, donc j'ai mis bof, voilà, tout simplement. Voilà pour l'analyse de l'épisode 5 de Qui veut être mon associé. J'ai cru comprendre que c'était le dernier. Je suis pas sûr. Si c'est pas le dernier rendez-vous l'année prochaine, si c'est pas le dernier rendez-vous la semaine prochaine, si c'est le dernier rendez-vous lors de la saison 3, évidemment d'ici là, ça me ferait plaisir que tu t'abonnes à la chaîne YouTube. On parle d'investissement en start-up et de plein de choses intéressantes. Si d'ailleurs tu as des sujets, des idées de vidéos ou des commentaires, etc., tu n'hésites pas à me le dire juste en dessous. Et bien sûr, si tu veux investir avec plusieurs centaines de Français dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, qui répondent à tous mes critères d'investissement, qui sont en très forte croissance, notamment issus du plus grand incubateur de start-up au monde, le Y Combinator, eh bien, tu peux le faire en rejoignant le club privé Leonis Investissement dont le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao, ciao.